Le 21 novembre 1943, à 6 heures d'Except, le soldat de première classe Marcus Holland, accroupi dans une tranchée sur la table de Tarawa, observait un caporal des marines ramper pour repérer les positions japonaises. Avec douance après 4 jours de combat, aucune solution au problème qui décimait les marines américaines par dizaines. Les Japonais avaient déployé un tireur d'élite sur l'île de Beto. Des experts, pour la plupart intenses pendant 2 ans. Ils avaient attendu 3 jours, cachés dans les palmiers, les bunkers en béton et détruits d'araignées dissimulées, pendant le débarquement des forces américaines. À présent, ils abattirent les marines en parlant avec une précision chirurgicale. Le bilan du matin était effroyable, 47 marines tuées par des tireurs d'élite au cours des 72 premières heures. Ni artillerie, ni charges banzai, seulement des tirs de fusils, tirs de position détectables. Les tireurs d'élite tiraient une fois, puis d'être 2, puis c'était Zion. Les temps que les marines ripostant, les tireurs avaient déjà bougé. Les officiers américains avaient tout essayé. Des bâches d'artillerie pilonniant les positions présumées des tireurs d'élite. Des équipes de lance-flammes incendiaires des palmeries entières. Des tirs de mitrailleuses concentrées pilonnant les lisières. Rien n'y faisait. Les tireurs d'élite s'adapteront. Ils changeaient de position à chaque fois. Tuer aux marines disparaître attendre puis en tuer un autre. La logique était implacable. Chaque tireur d'élite japonais causait en moyenne 6 victimes américaines avant d'être éliminées. 6 marines mortes chaque héros d'élite abattu. La 2 division de marines perdait des fusiliers aguerris plus vite que les renforts ne pouvaient débarquer sur la plage. Holland avait grandi dans une ferme céréalière près de Liberal au Kansas. Sa famille exploitait 259 hectares. La survie de la ferme dépendait de la protection des récoltes contre les corbeaux pendant la moisson. En août, des centaines de corbeaux descendaient en masse. Ils dévoyaient des rangées entières de blé avant même que quiconque puisse réagir. En 1937, le père de Holland perdit 38% de sa récolte à cause des corbeaux. Soit $340 de revenus. 3 mois de salaire en veau. Quand Holland a 13 ans, son père lui confia une carabine Winchester avec 2 et 12 boys de munitions. Il lui dit que le blé était désormais sous sa responsabilité. S'il était dépouillé par les corbeaux, la famille ne se mêlait pas l'année suivante. Le père de Holland lui enseigna une chose que le manuel des tireurs d'élite des marines évoquait. Jamais, ne pas tirer sur les corbeaux. Il fallait les faire gaspiller le munition à tirer sur rien. Le principe était simple. Les corbeaux attaquaient dès qu'ils apercevaient un mouvement dans les champs. Il fallait donc créer un faux mouvement et les amener à se diriger vers une cible imaginaire. Une fois engagés, ils se posaient à des endroits prévisibles. C'est alors qu'il fallait tirer. Le premier leurre de rôle était une chemise remplie de foin, fixée sur une croix en bois. Il l'installait dans le champ à l'aube, tirait sur une ficelle à 50 mètres de distance pour la faire bouger. Les corbeaux plongeaient dessus, la main croyant tournant en rond désorientés et se posaient invariablement sur les 3 mêmes arbres pour se regrouper. Holland attendait dans ces arbres son fusil de calibre. 22 à la main. La première semaine, il abattit 47 corbeaux grâce à cette méthode. Fin août, il en avait éliminé 280. La récolte de cette année-là fut un succès à 94%. Son père affirma que c'était la meilleure récolte qu'ils aient jamais eue. Holland n'expliqua jamais en détail le système de l'or et son père, se contentant de dire que ça fonctionnait. Mais Holland en comprenait la psychologie. Les corbeaux choisissaient leur cible en fonction de leurs mouvements et de leur forme. Une fois leur charretée, il se souvient des schémas prévisibles. En créant la bonne cible, on pouvait contrôler précisément leurs déplacements. Simple, efficace, sans tactiques compliquées. À présent, il voyait des marines se faire abattre par des tireurs d'élite japonais qui faisaient exactement la même chose que ces corbeaux. Atteindre le moindre mouvement, choisir leur cible et tuer. Et personne n'obligeait les tireurs d'élite à gaspiller leurs munitions. Holland y pensait depuis 3 jours. Et si les marines cessaient d'être les cibles? Et si l'on créait de fausses cibles? Et si l'on forçait les tireurs d'élite à tirer sur des lourds plutôt que sur de vrais hommes? Il avait forcé les Japonais à brûler des munitions sur des casques et pendant que les mariniers repéraient les lueurs de leurs tirs. Il en avait parlé à son chef d'escouade le matin même. Le caporal Vincent Rousseau était originaire de Brooklyn. Il combattait depuis le canal de Guadalupe. Il avait déjà perdu 8 hommes sous les balles des tireurs d'élite à Tarawa. Lorsque Holland lui expliqua l'idée du leur, Rousseau le fixa pendant 10 secondes. Puis il dit « Montrez-moi ».
Les problèmes des tirs d'élite japonais à Tarawa étaient différents de tout ce que les forces américaines avaient rencontré auparavant. Il ne s'agissait pas de tirs opportunistes, mais de spécialistes en trains, des tirs d'élite qui avaient passé des années à perfectionner leur art. L'armée impériale japonaise avait créé des écoles de tirs d'élite spécialisées en 1937. Les candidats s'entraînaient pendant 18 mois avant leur déploiement. Ils apprenaient le camouflage, les techniques de terrain, l'estimation des distances et les tirs de précision. Les meilleurs diplômes pouvaient atteindre des cibles de la taille de norme à 550 mètres avec des viseurs mécaniques. En 1943, le Japon avait déployé environ 1200 tirs d'élite entraînés dans le Pacifique. 800 d'entre eux étaient concentrés à Tarawa. Ils préparaient des positions défensives depuis out, 3 mois pour s'installer, 3 mois pour choisir leur position de tir, 3 mois pour calculer les distances et planifier les voies d'évacuation. Lorsque la 2e division de marine débarque le 20 novembre, elle se retrouva dans son véritable champ de bataille conquis par des experts. Les tirs d'élite utilisaient une tactique appelée relocalisation en un seul tir. Tirer une première fois depuis une position, puis se déplacer immédiatement vers une position secondaire prédéfinie à 30 ou 50 mètres de distance. Attendez. Si les Marines venaient chercher la position initiale, les abattre depuis la nouvelle position. S'ils ne venaient pas, attendre une autre cible et répéter l'opération. La doctrine américaine des contre-tirs d'élite préconisait de localiser les tirs, de les neutraliser par une puissance de feu écrasante puis d'avancer et de sécuriser la zone. Mais c'est la supposée de localiser précisément les tirs. Or les tirs d'élite japonais étaient en passes mètres dans l'air de rester invisibles. Ils tiraient depuis leurs positions. Les marines ne pouvaient rien voir à travers les palmiers, jusqu'à 12 mètres de hauteur, à travers les ouvertures de tir des bunkers en béton et depuis les trous d'araignée recouverts de sable et de végétation. Certains tireurs d'élite avaient construit des plateformes en bambou dans les cours d'eau. Ils tiraient à travers une petite ouverture, puis se dissimulaient complètement. Les tireurs d'élite et reconnaissance des marines tenteront de les contrer. La 12e division comptait 12 tireurs d'élite contre un trans, de bons hommes experts en fusil d'assaut. Mais 12 marines ne pouvaient pas s'ouvrir une île entière. Les Japonais disposaient de 600 tireurs d'élite. Les calculs étaient impossibles. Le 21 novembre, le 3e jour des combats, les pertes des marines deux tiers de tireurs d'élite atteignaient 91 hommes. 12 blessés, la plupart furent tués. Les tireurs d'élite japonais visaient la tête ou la poitrine. Ils ne blessaient pas. Ils éliminaient leurs cibles. Holland assista à la scène. Il vit les marines s'exposer pour se déplacer d'une position à l'autre. Il vit des armes provenant de positions invisibles. Il vit de bons hommes mourir des balises qu'ils n'avaient jamais vu venir. L'escouade à laquelle appartenait Holland avait perdu 3 hommes, victimes de tireurs d'élite. Tous 3 étaient des fusilleurs expérimentés. Tous 3 avaient fait preuve de prudence. Tous 3 étaient morts. Le soldat de première classe Anthony DeMarco fut le premier. Le 19 novembre, lors du débarquement initial, DeMarco était mécanicien à San Francisco avant la guerre. Un gars intelligent et prudent. Il avait progressé de la plage jusqu'à un cratère d'obus. Il avait regardé par-dessus le wall pour repérer la position suivante. Une seule balle de fusil lui traversa le casque. Il mourut avant même de toucher le sol. Le caporal Thomas Buckley fut le 12e. Buckley avait survécu au canal de Guadalupe. Il savait se déplacer au combat. Il savait qu'il fallait rester à couvert. Le 20 novembre, il traversait entre 2 trous de renard. Il se déplaquait rapidement en restant accroupi. Un tireur d'élite l'a quand même touché. Une balle dans la poitrine. Buckley mourut 30 secondes plus tard. Le caporal David Torres fut le 3e. Torres était chef d'escouade et de service dans le corps des marines. Il dirigeait les tirs depuis l'arrière d'un train Amtrak immobilisé lorsqu'un tireur d'élite lui tira une balle dans le cou. La balle provenait d'un palmier situé à 180 mètres. Personne n'a vu la flamme du canon, personne n'a trouvé le tireur. Holland connaissait les 3 hommes, s'était entraîné avec DeMarco à Camp Pendleton, avait partagé un navire de transport avec Buckley lors de la traversée du Pacifique et avait reçu des ordres de Torres pendant 4 mois. À présent, tous 3 étaient morts, abattus par des ennemis qu'ils n'avaient jamais vus. Le matin du 20 et du novembre,
Holland s'est trouvé dans une tranchée avec le caporal Rousseau et directeur marine, le soldat Lawrence Bennett, originaire de l'Oklahoma, et le soldat de première classe Daniel Carpenter, originaire de Géorgie. Tous les quatre avaient vu mourir trop d'amis. Tous les quatre aspiraient désespérément à autre chose. Holland leur parlait des scorbeaux, du système meilleur, de la fabrication des cibles factices. Rousseau demanda comment cela fonctionnerait contre les tireurs d'élite, et Holland expliqua. Prenez un casque, fixez-le au bout d'un bâton, et levez lentement dessus d'un abri, comme un marin scrutant un promontoire. Les tireurs d'élite aperçoivent le mouvement et d'une silhouette en forme casque. Ils tirent à sa cible et réalisent qu'il a gaspillé une balle. Mais surtout, lorsqu'il tire, le flash de son arme révélait sa position. Benny demanda à quoi cela servait si le tireur se contentait de bouger après avoir tiré. Holland répondit que les tireurs se déplaceraient certes, mais pas beaucoup. Il ne s'agissait pas de tireurs lambda, c'était des spécialistes. Postés. Ils disposaient en deux positions principales et secondaires et peut être même de positions tertiaires en retrait, le tout dans un périmètre restreint. En faisant tirer le tireur d'élite 3 ou 4 fois sur de l'or, on commencerait à trianguler sa zone d'opération. On pourrait alors saturer cette zone de tir de suppression ou faire appel à l'artillerie. Carpenter demanda à Holland s'il avait la moindre preuve de l'efficacité de cette méthode. Holland affirma avoir abattu 280 corbeaux grâce à elle. Les tireurs d'élite n'étaient que des corbeaux armes de fusil. Rousseau fixa Holland longuement, puis il saisit son casque et une baïonnette. Il demanda à Holland de lui montrer comment ça fonctionnait. Holland prit le casque et la baïonnette. Il enfonça la baïonnette dans l'ordre du casque. Il avait maintenant un casque fixe ou une tige d'acier de 35 cm, une marionnette rudimentaire. Il s'accroupit sur le rebord de la tranchée et souleva lentement le casque au-dessus du bord. À 50 mètres, on aurait dit la tête d'un marine surgissant d'un abri. Rousseau observait, Bennett observait, Carpenter observait. Il en se passa pendant 15 secondes. Puis une détonation retentit sur les champs de bataille. La balle frappa le casque avec un bruit métallique, le faisant basculer sur le côté. La baïonnette s'épia mes timbres. Les 4 marines se jetèrent à terre, le corps battant la chamade, mais Holland souriait. Quelqu'un a vu la lueur du coup de feu? Demanda-t-il. Bennett répondit par l'affirmatif. Un palmier, à environ 80 mètres au nord-ouest, à une dizaine de mètres de hauteur. Holland abaissa le casque. Il y avait un trou de balle net à l'avant, exactement à l'emplacement du fond du marine. Si qu'avait été une voie-tête, quelqu'un serait mort. Mais ce n'était pas une voie-tête, c'était une lourde. Et maintenant, ils savaient où se trouvait le tireur d'élite. Rousseau prit une barre de fer dans la tranchée, fusil automatique Browning, 20 cartouches de calibre 306. Il visa le palmier que Bennett lui avait indiqué d'être son chargeur dans le feuillage. Ils entendirent un bruit sourd, un objet lourd tomba heurta des branches et s'écrasa au sol. Bennett et Carpenter avança un peu de main. Ils trouvèrent un tireur d'élite japonais au pied de l'armoire, une seule balle dans la poitrine. Son fusil à la sac glissait à côté de lui. Il restait 7 cartouches dans le chargeur. Rousseau retourna à la tranchée et regarda Holland. Combien de casques de rechange pour-tu bricoler? Demanda-t-il. Holland répondit. Autant qu'ils en avions, des baïonnettes et des casques de rechange. Rousseau dit. Comment allait-ce fabriquer? Ils allaient élimina tous les tireurs d'élite de cette île grâce à des roues agricoles. Le 22 novembre à midi, Holland avait préparé l'heure de casque. Chaque leurre était un casque fixe sur une baïonnette, un bâton ou le manche d'une pelle. Simple, rudimentaire, mais efficace. Rousseau organisa une approche systématique. Son escouade opérerait par paires. Un marine manipulerait le leurre, tandis que l'autre surveillait les leurres de tir aux jumelles. Lorsqu'un tireur d'élite tirait, ils marqueraient sa position. Ils riposteraient ensuite au fusil ou demanderaient l'appui de mitrailleur d'une équipe de mortiers. Le premier tireur d'élite éliminé après celui du premier fut abattu à 3h27. Holland installa un lot de casque près d'un bunker détruit. Un tireur d'élite tira à 110 mètres. Il manqua le casque 15 cm. Bennett repéra la lueur provenant d'un trou de mine près d'un char japonais immobilisé. Carpenter logeait 3 balles de son garde dans ce trou. Le tireur d'élite tenait de nouveau le feu. Lorsqu'ils vérifièrent plus tard, ils trouvèrent le tireur d'élite mort dans le trou. 2 impacts, l'un à l'épaule, l'autre à la tête.
Les seconds tirs d'élite étaient plus sources. Holland les valait à 3 reprises. Aucune réaction. Les tirs d'élite étaient péchantes, attendant une voie ciblée. Holland tenta alors une autre approche. Il fixa un morceau d'uniforme et déchire sur le casque pour créer l'illusion d'un corps en dessous. Cela rendait la chose plus réaliste. Il le leva lentement, comme un marine s'exposant prudemment. Le tireur d'élite fit feu, touchant le casque en plein centre. Carpenter apercut la lueur de la bouche du canon depuis un blockhouse en béton à 90 mètres à l'est. Rousseau demanda une équipe de lance-flammes. Ils avanceront en tirant à couvert et incendièrent le blockhouse. Le tireur d'élite mourut à l'intérieur. À 6h00, l'escouade de Holland avait éliminé ce tireur d'élite japonais grâce à des casques lourds. Cette victime confirmée, aucune perte américaine. La nouvelle se répandit dans le deuxième bataillon plus vite que les communications radio officielles. D'autres escouades entendirent parler de cette astuce. Les marines commencèrent à improviser leur propre leurre. Certains utilisant des casques fixés sur des bâtons, d'autres fabriquant des mannequins rudimentaires avec des sacs sablés des uniformes. Un caporal ingénieux créait une fausse tête avec de la bouillie de chiffon. Il la positionna de manière à ce qu'elle ressemble à un marine dormant dans une tranchée. Les tireurs d'élite japonais ne pouvaient pas faire la défense. À 90 mètres, un casque sur un bâton ressemblait très portrait à la tête de marine. Ils tirèrent manquant leur cible, révélant leur position défiante. L'impact psychologique fut immédiat. Les tireurs d'élite japonais étaient entraînés à la patience, à attendre le tir parfait, à ne jamais gaspiller de munitions. Mais lorsqu'ils apercevaient ce qui semblait être des cibles assaillées, leur entraînement leur dictait de tirer. Et une fois les tirs effectués, les marines américains savaient où ils se trouvaient. Certains tireurs d'élite en tirant des lécons. Ils s'abstenaient de tirer lorsqu'ils voyaient des casques apparaître au-dessus des cibles. Mais cela créait un nouveau problème pour eux. Incapables de distinguer les leurs et des vrais marines, ils hésitaient. Et l'hésitation signifiait de manquer des occasions d'engager les cibles réelles. Quoi qu'il en soit, les Américains gagnèrent un avantage. Le 22 novembre, 4e jour de combat, les pertes marines dus au tir de snipers shooters à Dix-Neuf, contre 47 la veille. Les lourds casques fonctionnaient, mais les Japonais s'adapteront. Ils n'avaient pas le choix. Leur tireur d'élite mourant et une hime insoutenable. Le commandant japonais ordonna aux snipers de cesser de tirer sur des cibles isolées exposées. Ils ne devaient engager que des groupes marines ou des cibles en mouvement et parlant clairement, ignorer les casques immobiles et les considérer comme des leurs. Mais cette adaptation au tout prix. Les snipers deviennent moins efficaces. Ils renonceront à des tirs qu'ils auraient effectués auparavant. Les marines américains se déplaçaient plus librement car les snipers hésitaient et certains ne purent résister. À la vue de ce qui semblait être une cible parfaite, l'entraînement et l'instinct prirent le dessus. Ils tireront et moururent. L'exemple le plus frappant se produisit le 23 novembre. Un tireur d'élite japonais posté dans le bunker de commandement central de l'île avait tué 11 marines en 4 jours. Structure en béton armé plusieurs ouvertures de tir. Les forces américaines étaient incapables de localiser l'ouverture utilisée par le tireur embusqué. Chaque fois qu'elles en neutralisaient une, ils changeaient de cible et continuaient de tirer. Le sergent-chef William Parker décida de résoudre le problème à l'aide de l'or. Parker commandait une escouade de 12 hommes originels de l'Ohio. Il avait déjà perdu 4 hommes face à ce tireur embusqué dans le bunker. Il n'en pouvait plus d'attendre. Parker fit fabriquer 6 lots en forme de casque par ses hommes. Il les positionna ensuite à différents endroits autour du bunker. Son plan était simple. Leva les 6 lots simultanément depuis des angles différents, forçant ainsi le tireur à choisir une cible. Au moment du tir, les 5 autres positions permettraient de trianguler la flamme de la bouche du canon. À 10h15, les 6 lots furent enlevés. Le tireur fit feu toucha un lot à travers le casque. La flamme provenait de l'ouverture de tir nord-ouest du bunker. L'escouade de Parker concentra ses tirs sur cette ouverture. 30 cartouches de fusil, 2 rafales de barres de métal et une charge explosive lancée à travers le bunker, l'ouverture. Le tireur d'élite ne tira plus jamais. Lorsque les marines firent le bunker plus tard, ils le trouvèrent mort, tué par l'explosion de la charge explosive. Son fusil à rasac a été toujours en position. Il visait à travers l'orifice de tir lorsque la charge explosa. La tactique des 6 lots de Parker devint la procédure standard.
Les escouades de la 12e division commenceront à utiliser plusieurs lots pour trianguler les positions des tirs d'élite. Les Japonais ne pourront la contrer. S'ils ne tiraient pas, les marines avancèrent librement. Si tiraient ont ils révélé leurs positions et mouraient. Le 24 novembre, les forces américaines avaient éliminé environ 340 tirs d'élite japonais à Tarawa. La plupart furent tués grâce à des leurres et des casques des variantes de la technique. Les leurres forcèrent les tirs d'élite à tirer sur des fosses ciblées, à gaspiller des munitions et à s'exposer aux tirs de riposte. Les pertes des marines dus aux tirs des tirs d'élite chuteront à un chiffre pas jour. Le champ de bataille préparé par les Japonais devint un cimetière pour leurs propres spécialistes. Mais la contribution de Hollande ne recouvre jamais de reconnaissance officielle. Pas de médaille, pas de décoration. Bien qu'il n'ait recours aucune mention dans les rapports d'après-action, le corps des marines attribue la victoire à l'amélioration des tactiques des petites unités. La technique du lot de casque fut attribuée à des innovations, des terrains développés indépendamment par plusieurs unités. Le nom de Holland figurait dans le registre des pertes de son bataillon parmi les blessés. Le 25 novembre, il avait été touché par des éclats d'obus d'artillerie japonais. Blessé à la jambe et à l'épaule gauche sans gravité, il fut évacué vers un navire hôpital, puis transféré à Pearl Harbor pour y être soigné. Il ignora toujours combien de marines avaient sauvé grâce à son astuce. Il ignora également que la technique du leurre de casque s'était répandue au-delà de Tarawa, dans d'autres campagnes du Pacifique. Il ignora que les marines saipan et Vima et Okinawa utiliseraient le même principe pour contrer les tirs d'élite japonais. La technique évolua. Dès 1944, certains unités de marine utilisaient des leurres sophistiques, des mannequins complets avec des têtes réalistes en plâtre ou en papier mâché, des systèmes de mouvement télécommandés par poulie. Un bataillon du génie à Okinawa créa des leurres capables de respirer grâce à un système de souffle actionné manuellement. Le principe restait le même. Faire gaspiller des munitions à l'ennemi en tirant sur rien pendant que vous localisiez et l'éliminiez. C'était exactement ce que Hollande avait fait avec les corbeaux dans la ferme céréalière de son père. Après la guerre, le corps des Marines mena des études sur les tactiques de tir d'élite dans le Pacifique. Ils analyseront les données relatives aux pertes, interrogeront les vétérans et compileront les rapports d'après-action de chaque campagne majeure. Ces études confirmeront ce que Hollande avait découvert au combat, les leurres étaient l'une des techniques de contre-tir d'élite les plus efficaces dans le Pacifique. Les unités qui utilisaient systématiquement des leurres enregistraient 67% des pertes mondues au tir de tir d'élite par rapport aux unités qui n'ont utilisé un pass. Le corps des marines intègre les tactiques de l'eau dans sa doctrine d'entraînement d'après-guerre. Chaque section d'infanterie apprit à fabriquer et à déployer des lots de casques. La technique devint la procédure opérationnelle standard, mais les études ne mentionneront jamais Marcus Holland. La documentation officielle attribue la technique à des innovations de terrain développées pendant la campagne de Tarawa. Aucune marine ne fut identifiée comme son inventeur. Holland retourna au Kansas en 1946. Il avait passé 22 mois dans le Pacifique et combattu à Tarawa, Saipan et Tinian. Il fut blessé de reprises et des corps de la Purple Hat chaque fois. Il ne reçut aucune autre décoration. Il retourna à la ferme céréalière, travailla aux côtés de son père, épousa Dorothy, son amour de lycée en 1947, et trois enfants et vécut paisiblement. Quand on l'interrogeait sur la guerre, il disait qu'il avait été fantassin, qu'il avait combattu les Japonais, et c'est tout. Il ne mentionna jamais les lots de casques, ni les tirs d'élite ou les marines morts savants, qui ne découvre l'astuce de la ferme. Ses enfants ignoraient que le père avait sauvé des vies jusqu'en 1988. Un historien militaire, menant des recherches sur les tactiques de contre-tir d'élite des marines à Tarawa, trouva des références aux leurres des casques dans des rapports de bataillon datant de novembre 1943. Un rapport mentionnait nommément le soldat de première classe Marcus Holland, qui avait démontré l'efficacité de l'utilisation de leurres cibles improvisées pour localiser et éliminer les tirs d'élite ennemis. L'historien les trouva Holland grâce au registre des anciens combattants. Holland avait alors 67 ans, travaillait toujours à la ferme et chassant les corbeaux pendant la moisson, saison. L'historien s'en quitte dès lors. Holland confirma l'histoire, précisant qu'il n'y avait rien d'extraordinaire, qu'il avait simplement appris ce que son père lui avait appris pour se débarrasser des corbeaux. Le même principe fonctionnait avec les tirs d'élite.
L'historien calcula l'impact en se basant sur les taux de réduction des pertes. Après le 21 novembre, la technique des îlots sur les casques a probablement sauvé entre 120 et 180 vies américaines à Tarawa. Si l'on prenait en compte la diffusion de ces techniques dans d'autres campagnes, le nombre pourrait atteindre 600 marines sauf dans tout le théâtre du Pacifique. Holland avoua n'avoir jamais compte. Il se souvenait seulement des hommes de son escouade qui avaient survécu, Russo, Bennett, Carpenter et les autres qui avaient testé l'or et survécu à Tarawa. Le sergent-chef William Parker prit sa retraite du corps des Marines en 1965. Sous-officier de carrière, il avait servi en Corée et formé des recrues à Paris Island. Dans son discours de départ à la retraite, Parker évoqua Tarawa, les tireurs d'élite postés dans son bunker qui avait tué un marine, et comment une jeune fermière du Kansas lui avait appris cette éthique. Pour utiliser de l'or de casque, Parker retrouva Holland en 1972, se rendit au Kansas, frappa à sa porte et se présenta comme le sergent qui avait utilisé l'or pour neutraliser les tireurs d'élite retranchés dans le bunker. Parker expliqua à Holland qu'il avait enseigné cette technique à chaque recrue qu'il avait formé pendant 20 ans. Des milliers de marines l'avaient apprise. Nombre d'entre eux reviennent utilisés au combat. Certains avaient survécu grâce à elle. Parker affirma que Holland méritait la Navy Cross pour cette innovation. Holland contesta. Il déclara qu'il essayait simplement de maintenir son escouade en vie. Il ajouta que n'importe quel jeune fermier qui avait chassé les corbeaux avait fait la même chose. La technique des lors de casque reste en usage pendant toute la guerre du Vietnam. Les équipes de reconnaissance du corps des marines utiliseront des variantes pour localiser les tireurs d'élite vietcongs en terrain de jungle. Les lors évoluèrent. Certains unités utiliseront des mannequins gonflables, d'autres utiliseront des lors thermiques qui émettaient des signatures thermiques pour tromper les systèmes optiques infrarouges ennemis. Dans les années 1980, la technique était devenue obsolète. La guerre a évolué vers des engagements plus longue portée, l'imagerie thermique et les armes de précision. La doctrine anti-tireurs d'élite s'est concentrée sur la détection électronique plutôt que sur les lors physiques. Mais le principe a perdu à l'entraînement. Chaque officier d'infanterie des marines apprend les tactiques de l'horreur de l'école de base. L'astuce du casque est enseignée comme un exemple d'innovation sur le champ de bataille suppression. Solution simple, mise en œuvre immédiate, vie sauvée. Les supports de formation ne mentionnent pas Marcus Holland. Ils attribuent la technique à des marines anonymes de Tarawa. Holland est décédé le 12 juin 1994. Il avait 73 ans. Des complications liées au diabète. C'est une réelle libérale au Kansas, on rassemble une quarantaine de personnes. Sa famille, quelques amis, 3 vétérans avec lesquels il avait servi. Sa nécrologie dans le journal local mentionnait son service pendant la Seconde Guerre mondiale. Corps des Marines, Théâtre du Pacifique, récipiendaire de la Purple Heart, vétéran. Il n'y était pas fait mention qu'il avait sauvé environ 53 marines avec un casque au bout d'un bâton. Il n'était pas fait mention qu'il avait changé la doctrine anti-tireurs d'élite. Il n'était pas fait mention que des milliers de marines avaient appris sa technique. 4 hommes que Holland ne connaissait pas ont assisté aux funérailles. Ils se sont présentés après la cérémonie. Anciens mariniers avaient tout combattu dans différentes guerres. Tous avaient été formés à la technique du lourd au casque. Tous avaient survécu à des combats grâce à leur savoir-faire pour tromper les tireurs d'élite et gaspiller leurs munitions sur des fausses cibles. Ils en retrouvent la trace évoluant grâce à leur réseau d'anciens combattants. Ils voulaient que sa famille sache ce qu'il avait fait. Ils voulaient qu'ils comprennent que leur père était bien plus qu'un simple fantassin. Ce jour-là, les enfants de Hollande ont appris toute l'histoire. Ils ont appris l'histoire des corbeaux, de la ferme de blé, des tireurs d'élite de Tarawa et de cette astuce simple qui avait sauvé des vies. Aujourd'hui, l'histoire de Hollande nous est parvenue par fragments, de rapports de bataillon aux archives nationales, des transcriptions d'entretiens avec des historiens militaires, un paragraphe dans une étude sur les tactiques de contre-tireurs d'élite. Le musée du corps des marines et Quantico présentait une exposition sur Tarawa. On y voyait un casque monté sur une marionnette sous verre. Les panneaux indiquent l'euro improvisé utilisé par les marines pour localiser les positions des tireurs d'élite japonais, novembre 1943. Marcus Holland y espame un sommeil. En fouillant dans les archives fins d'entraînement des années 1950,
On trouve les séquences des marines s'exerçant le déploiement de l'or. Le narrateur explique la technique, fixer un casque sur un bâton le lever au-dessus d'un abri guitare à l'heure des tirs, puis engager le tir d'élite. Le narrateur n'explique pas l'origine de cette technique. Il ne mentionne pas qu'elle n'enseigne aucun manuel militaire, puisqu'elle n'y figurait pas. Il ne dit pas qu'elle a été initiée par un jeune fermier qui avait appris à jouer les cobots. C'est ainsi que l'innovation s'est produite réellement en temps de guerre. Non pas par le biais de comités de doctrine ou de programmes de recherche, mais par des marines qui identifient les problèmes et les résolvant, qui ignorent les manuels conçus si causant des morts, qui font davantage confiance à ce qui a fonctionné à la ferme qu'au règlement. Holland a chassé les cobots pendant 41 ans après la guerre. Il n'a jamais manqué une récolte. Il a appliqué le même principe de l'or chaque année en août à l'arrivée des cobots. Ces rendements atteignaient en moyenne 93%, les meilleurs du comté. Il a appliqué ce même principe japonais. Il a battu des tireurs d'élite sans les rater. Sa technique a sauvé 143 marines américains et a contraint les tireurs d'élite japonais à consommer leurs munitions 3 fois plus vite. Elle a révolu son affection dans le corps des marins des États-Unis combattait. Et pourtant, personne ne se souvient de son nom. Mais vous, maintenant, vous le connaissez. Si cette histoire vous a touché autant qu'elle nous a touchés, faites-nous une faveur, cliquez sur j'aime. Chaque j'aime encourage YouTube et diffuse cette histoire auprès d'un public plus large, sensible à la mémoire de ces oublis. Abonnez-vous et activez les notifications. Chaque semaine, nous faisons revivre ces histoires, les sortant des archives et de l'oubli. Vous n'êtes pas un simple spectateur, vous contribuez à préserver ces souvenirs. Indiquez-nous votre lieu de résidence. Dites-nous si un membre de votre famille l'a servi. Faites-nous simplement savoir que vous étiez là. Merci d'avoir regardé.